30 jours exactement. C'était toujours 30 jours. Pas 29, pas 31. 30 jours précisément après avoir partagé le lit de Dame Marguerite de Villemont, les hommes mouraient. Tous, sans exception. Avant de découvrir ce qui se cachait vraiment derrière cette malédiction apparente, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire, tirée des archives les plus sombres de la noblesse française du XVIe siècle, va vous glacer le sang. L'année 1562 marquait un tournant sanglant dans l'histoire de France. Les guerres de religion déchiraient le royaume, opposant catholiques et huguenots dans une spirale de violence qui n'épargnait personne. Le massacre de Wassy venait de déclencher la première guerre civile religieuse, et partout dans le pays, les familles se divisaient selon leurs convictions confessionnelles. C'est dans ce contexte troublé que s'élevait le château de Villemont, une imposante forteresse de pierre grise perchée sur les collines du Berry, à quelques lieues au sud de Bourges. La région, traditionnellement paisible, commençait à ressentir les premiers soubresauts des troubles qui agitaient le royaume. Les routes n'étaient plus sûres et les marchands ne voyageaient plus qu'en convois armés. Le domaine des Villemont s'étendait sur des milliers d'hectares de terres fertiles, de forêts denses où résonnaient encore les corps de chasse, et de villages prospères dont les habitants vivaient sous la protection de leurs seigneurs depuis des générations. La famille, fidèle au roi et à la foi catholique depuis le règne de François Ier, avait accumulé une fortune considérable grâce au commerce des épices orientales et aux prêts accordés à la couronne lors des campagnes d'Italie. Le château lui-même témoignait de cette richesse ancestrale. Construite au XIIIe siècle sur les fondations d'une ancienne villa gallo-romaine, puis agrandie et embellie au fil des générations, il mêlait harmonieusement l'architecture gothique et les innovations de la Renaissance italienne. Ses tours élancées se dressaient vers le ciel comme des doigts accusateurs, couronnés de toitures d'ardoise qui brillaient sous la lumière changeante du Berry. Les murailles épaisses, percées de fenêtres à meneaux finement ouvragés, filtraient la lumière en créant des jeux d'ombre perpétuels dans les vastes salles voûtées. La cour d'honneur, pavée de pierres blanches de Touraine, était encadrée par 4 corps de bâtiments qui abritaient les appartements seigneuriaux, les communs, les écuries capables d'accueillir 50 chevaux, et la fameuse bibliothèque qui faisait la fierté de la famille. Cette dernière, installée dans l'aile ouest du château, contenait plus de 3000 ouvrages reliés de cuir, une collection impressionnante qui incluait des manuscrits rares rapportés de Constantinople, des traités de philosophie grecque, des œuvres d'astronomie arabe, et même quelques textes alchimiques que l'Église regardait d'un œil méfiant. Les jardins à la française, dessinés par un disciple de Philibert Delorme, s'étendaient en terrasses parfaitement géométriques sur plus de 10 hectares. Des allées de buis taillés dessinaient des motifs complexes, ponctués de fontaines de marbre italien et de bosquets taillés avec une précision mathématique qui révélait l'influence des jardins de Fontainebleau. Mais c'était le jardin secret de Marguerite, situé derrière la tour est, qui intriguait le plus les visiteurs. Clos de hauts murs de pierre couverts de lierre, il n'était accessible que par une petite porte de chêne cloutée dont elle seule possédait la clé d'argent ciselée. Mais c'était surtout Marguerite de Villemont qui attirait tous les regards et alimentait toutes les conversations dans les salons de la région. À 28 ans, elle incarnait tout ce que la noblesse française avait de plus raffiné et de plus mystérieux. Grande et élancée, avec cette grâce naturelle que seules possèdent les femmes nées dans la soie et la pourpre, elle se mouvait comme une apparition divine dans les couloirs de son château. Ses cheveux, d'un noir de jais si intense qu'il semblait absorber la lumière, cascadaient sur ses épaules comme de la soie liquide, quand elle les laissait libres lors de ses promenades solitaires dans les jardins. Mais c'étaient surtout ses yeux qui marquaient ceux qui la rencontraient, d'un vert émeraude si rare et si profond qu'il semblait percer l'âme de quiconque osait les regarder. Sa peau, d'une pâleur de porcelaine qui témoignait de sa haute naissance, contrastait avec ses lèvres d'un rouge naturel qui ne nécessitait aucun fard ni artifice. Au-delà de sa beauté saisissante, Marguerite possédait une intelligence vive et une culture exceptionnelle pour une femme de son époque.
Éduquée par les meilleurs précepteurs que l'argent des Villemont avait pu attirer, elle parlait couramment le latin classique, l'italien de Dante, l'espagnol de Cervantes et même quelques rudiments de grec ancien. Elle avait étudié l'astronomie de Ptolémée et de Copernic, la philosophie d'Aristote et de Platon, et même certains traités de médecine ancienne que son père avait rapportés de ses voyages commerciaux en Orient. Cette érudition peu commune, associée à sa beauté troublante et à sa fortune considérable, en faisait l'une des femmes les plus convoitées du royaume. Les prétendants se succédaient au château, venus de toute la France et même d'Italie ou d'Espagne, attirés par sa réputation qui s'étendait bien au-delà des frontières du Berry. Dans ce jardin secret qui faisait tant parler, Marguerite cultivait des plantes étranges, rapportées des 4 coins du monde par les marchands qui fréquentaient la famille. On y trouvait des roses de Damas aux parfums entêtants, des jasmins de Perse qui embaumaient les nuits d'été, des herbes médicinales venues d'Afrique du Nord, et même quelques espèces mystérieuses que les marins rapportaient des terres nouvellement découvertes au-delà des océans. Tout avait commencé par un mariage qui ne devait jamais avoir lieu, une union qui aurait dû sceller l'alliance de 2 des plus puissantes familles du Berry. En 1558, Marguerite avait été fiancée à Henri de Montclair, un jeune homme de 26 ans, issu d'une famille de bonne noblesse, dont les terres jouxtaient celles des Villemont depuis plus de 2 siècles. Henri était tout ce qu'une famille pouvait espérer d'un gendre, séduisant sans être fat, cultivé sans être pédant, courageux sans être téméraire. Grand et bien bâti, avec des cheveux châtains qui bouclaient naturellement et des yeux noisettes où brillait une intelligence vive. Il avait étudié le droit à l'université d'Orléans et les arts militaires auprès des meilleurs maîtres de France. Sa réputation de gentilhomme accompli s'étendait bien au-delà de sa province natale. L'union, arrangée par les familles selon les traditions de l'époque, promettait de créer l'un des domaines les plus puissants et les plus prospères de la région. Les terres des Montclair, riches en vignobles et en moulins, complétaient parfaitement celles des Villemont, spécialisées dans l'élevage et les cultures céréalières. Cette alliance matrimoniale était également une alliance économique qui renforcerait considérablement l'influence des 2 familles à la cour du roi. Les fiançailles avaient été célébrées en grande pompe à la cathédrale de Bourges, en présence de toute la noblesse régionale et de plusieurs représentants de la cour royale. Henri et Marguerite s'étaient montrés parfaitement assortis lors de cette cérémonie, lui resplendissant dans son pourpoint de velours noir brodé d'or, elle éblouissante dans une robe de soie cramoisie qui faisait ressortir l'éclat de ses yeux verts. Les préparatifs du mariage avaient duré des mois entiers, mobilisant les meilleurs artisans de Paris et même de Florence. Les tapissiers du roi avaient confectionné la robe de Marguerite, une merveille de dentelle de Bruges et de perles d'Orient qui avait coûté une fortune. Les cuisines du château préparaient un festin digne de la cour royale, avec des mets venus de toute l'Europe. Huîtres de Normandie, saumon d'Écosse, épices des Indes, vin de Chypre et même quelques raretés sucrées rapportées du Nouveau Monde. Les invitations avaient été envoyées à toute la noblesse de la région, et même certains membres de la famille royale avaient confirmé leur présence. Le duc de Guise en personne devait honorer la cérémonie de sa présence, accompagné de sa suite habituelle de gentilshommes et de dames d'honneur. Mais 27 jours avant la cérémonie qui devait avoir lieu un dimanche de juin 1559, Henri de Montclair fut retrouvé mort dans son lit, dans sa demeure familiale située à une demi-lieue du château de Villemont. C'était un matin radieux de printemps, et les oiseaux chantaient dans les tilleuls de la cour d'honneur quand son valet de chambre, Jean Roussel, pénétra dans ses appartements pour le réveiller selon son habitude. Henri gisait paisiblement dans son lit à baldaquin, les bras le long du corps, le visage serein comme s'il s'était endormi pour l'éternité. Aucun signe de lutte, aucune trace de violence, aucune expression de souffrance sur ses traits réguliers. Il semblait simplement avoir cessé de respirer pendant son sommeil, emporté par un mal mystérieux que personne ne parvenait à identifier. Le docteur Bernard Fournier,
Médecin réputé, formé à la faculté de Montpellier et habitué à soigner les plus grandes familles de la région, fut appelé en urgence. Cet homme de science, connu pour sa compétence et sa discrétion, examina minutieusement le corps du défunt pendant plusieurs heures. Il ne put déterminer la cause du décès avec certitude. Le jeune homme ne présentait aucune blessure visible, aucun signe de maladie connue, aucune trace d'empoisonnement apparent. Son cœur a simplement cessé de battre, déclara le docteur Fournier aux familles éplorées, comme si quelque chose avait brisé en lui le mécanisme même de la vie. J'ai vu des hommes mourir de chagrin après la perte d'un être cher, mais jamais un jeune homme en pleine santé et amoureux de sa promise. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute la région, et même au-delà. Les routes du Berry résonnèrent pendant des jours du galop des messagers portant la sinistre nouvelle aux quatre coins du royaume. On chuchota d'abord que c'était la volonté divine, que Dieu avait rappelé à lui un homme trop pur pour ce monde de violence et de corruption qui déchirait alors la France. Mais les langues les plus acérées, celles des dames de compagnie et des valets, qui savaient tout ce qui se passait dans les châteaux, commencèrent rapidement à établir des liens troublants. Car Henri n'était pas mort exactement 27 jours avant son mariage. Il était mort exactement 30 jours après avoir passé sa première nuit dans le lit de Marguerite. Cette nuit avait eu lieu dans le plus grand secret, loin des regards indiscrets de la domesticité et des chaperons habituels, mais dans l'intimité des appartements privés de Marguerite au château de Villemont. Une nuit que les serviteurs les plus observateurs avaient discrètement rapportée aux familles concernées, car rien n'échappait jamais vraiment aux yeux et aux oreilles de ceux qui vivent dans l'ombre des puissants. Marie Dubois, la femme de chambre de Marguerite, avait confié à sa sœur Anne, lingère chez les Montclair, qu'elle avait vu Henri quitter les appartements de sa maîtresse au petit matin, avec cette expression particulière des hommes qui viennent de découvrir les mystères de l'amour charnel. Une expression de bonheur intense mélangée à une étrange mélancolie, comme s'il venait de goûter à un fruit défendu dont la saveur était si exquise qu'il ne pourrait plus jamais s'en passer. Les mois qui suivirent la mort d'Henri furent marqués par un silence pesant au château de Villemont, un silence qui semblait s'étendre comme un voile de deuil sur tous les habitants du domaine. Marguerite se retira dans ses appartements privés, transformant ses salons autrefois si animés en refuges silencieux où elle ne recevait plus que quelques visites de courtoisie. Elle porta le deuil avec une dignité remarquable qui impressionna tous ceux qui la côtoyaient. Vêtue de noir de la tête aux pieds, selon les strictes règles du protocole nobiliaire, elle assista aux funérailles d'Henri dans la chapelle familiale des Montclair, avec un stoïcisme qui força l'admiration de tous les présents. Pas une larme ne coula sur ses joues de marbre, pas un sanglot ne franchit ses lèvres parfaitement maîtrisées. Elle demeura droite et immobile pendant toute la cérémonie, comme une statue de la douleur sculptée dans l'albâtre le plus pur, ses mains gantées de noir, serrant un mouchoir de dentelle qu'elle ne porta jamais à ses yeux. Même quand le cercueil d'Henri fut descendu dans le caveau familial, elle ne broncha pas, fixant la pierre tombale avec une intensité qui fit frémir plusieurs invités. Mais c'était dans son regard que les observateurs les plus attentifs crurent déceler quelque chose d'inquiétant. Ses yeux verts, d'ordinaire si expressifs et si vivants, semblaient avoir perdu toute émotion humaine. Il fixait le cercueil d'Henri avec une froideur minérale qui glaça le sang de plusieurs membres de l'assistance. Certains y virent de la peine réprimée par l'orgueil nobiliaire, d'autres une indifférence troublante qui ne cadrait pas avec l'image de la fiancée éplorée. Le père Augustin, aumônier du château de Villemont et confesseur de Marguerite depuis son enfance, confia plus tard à son supérieur qu'il avait trouvé étrange l'attitude de sa pénitente lors de leurs entretiens spirituels suivant la tragédie. Elle parlait de la mort d'Henri comme d'un événement lointain qui ne la concernait qu'indirectement, écrivit-il dans une lettre retrouvée dans les archives diocésaines. Quand je lui demandais si elle souhaitait prier pour le repos de l'âme de son fiancé, elle me répondait que les morts n'avaient plus besoin des prières des vivants, car ils avaient rejoint leur véritable destinée. Les familles des environs
respectueuses des convenances, laissèrent à Marguerite le temps nécessaire à son deuil. Selon les usages de l'époque, une jeune femme de bonne famille devait observer une période de retrait d'au moins 1 an avant de pouvoir envisager un nouveau mariage. Mais au fur et à mesure que les mois passaient, l'attitude de Marguerite intriguait de plus en plus son entourage. Elle refusa toutes les nouvelles propositions de mariage qui lui furent faites, et elles furent nombreuses, car sa beauté et sa fortune continuaient d'attirer les prétendants. Des gentilshommes de toute la France écrivaient à sa famille pour demander sa main, mais elle les éconduit tous avec une politesse glaciale, prétextant qu'elle n'était pas encore remise de son deuil et qu'elle avait besoin de temps pour cicatriser ses blessures. Pourtant, ceux qui l'observaient attentivement remarquaient que Marguerite ne semblait nullement affectée par la perte d'Henri. Au contraire, elle paraissait avoir retrouvé une vitalité nouvelle, comme si la mort de son fiancé l'avait libérée d'un fardeau, plutôt que de l'avoir accablée d'un chagrin. Elle reprit ses longues promenades solitaires dans les jardins du château, ses lectures passionnées dans la bibliothèque familiale et même ses expériences botaniques dans son jardin secret. Au bout d'1 an exactement, les événements prirent une tournure inattendue qui relança toutes les spéculations. Louis de Kérouaille, un gentilhomme breton de 25 ans, arriva au château pour négocier un accord commercial entre sa famille et les Villemont. Les Kérouaille possédaient d'importants comptoirs commerciaux dans les ports de Bretagne et ils cherchaient à développer leurs relations avec l'intérieur du royaume. Louise était l'incarnation même du charme breton, grand et blond, avec des yeux bleus comme l'océan de sa région natale, et ce sourire franc des hommes habitués aux embruns et aux grands espaces. Il possédait cette élégance naturelle des gentilshommes de cour ayant été pages chez le duc de Bretagne avant de prendre la direction des affaires familiales à la mort de son père. Il devait rester 15 jours au château, le temps de finaliser les détails de l'accord commercial qui lierait les deux familles. Mais 15 jours devinrent 1 mois, puis 2. On le voyait de plus en plus souvent, en compagnie de Marguerite, se promenant dans les allées parfaitement entretenues des jardins à la française, conversant pendant des heures dans la bibliothèque au milieu des manuscrits anciens, partageant des repas en tête-à-tête dans le petit salon privé de la dame de maison. Les domestiques, observateurs discrets mais attentifs, remarquèrent que Louis avait commencé à passer ses nuits dans les appartements de Marguerite. Cela n'avait rien d'extraordinaire en soi. Les mœurs de l'époque étaient plus libres qu'on ne le croit généralement, et une veuve de bonne famille pouvait entretenir des relations intimes sans scandaliser outre mesure, pourvu qu'elle le fît avec discrétion et que l'homme en question fût de conditions sociales appropriées. Ce qui était plus troublant, c'était l'évolution de Louis au fil des semaines passées au château. L'homme jovial et confiant qui était arrivé en Bretagne au début de l'automne semblait progressivement s'étioler sous les yeux de tous. Ses joues perdaient leur couleur rosée acquise au grand air marin, ses yeux leur éclat de jeunesse. Il maigrissait à vue d'œil, et les domestiques le surprenaient parfois à fixer le vide avec une expression d'angoisse inexplicable. Pierre Le Goff, son valet personnel qui l'avait accompagné depuis la Bretagne, confia ses inquiétudes à Marie Dubois lors d'une conversation dans les communs du château. « Mon maître n'est plus le même homme », lui dit-il d'une voix inquiète. En Bretagne, c'était un homme robuste qui montait à cheval par tous les temps et riait avec les marins dans les tavernes du port. Ici, il semble se consumer de l'intérieur, comme une chandelle qui fond. Marie Dubois elle-même avait remarqué des changements troublants chez Louis. Elle l'avait trouvé un matin dans sa chambre, assis au bord du lit, tremblant comme une feuille malgré la chaleur de l'été qui finissait. Quand elle lui avait demandé s'il était souffrant, il avait murmuré quelques mots incompréhensibles à propos de rêves étranges et de chuchotements dans la nuit. « Dame Marguerite me parle même dans mes songes », avait-il confié à Marie dans un moment d'égarement. Sa voix résonne dans ma tête jour et nuit, me appelant, me guidant vers des lieux que je ne reconnais pas. Parfois, je me réveille et je ne sais plus si je rêve encore ou si je suis vraiment éveillé. Mais il avait refusé catégoriquement de voir le médecin que Marie lui proposait de faire venir, prétextant que ce n'était qu'une fatigue passagère due au changement de climat et aux négociations commerciales qui s'éternisaient.
Le 30e jour, exactement après leur première nuit ensemble, Marie Dubois l'avait compté avec une précision qui la troublait elle-même. Louis de Kéroaille fut retrouvé mort dans les jardins du château. Il gisait au pied de la tour est, celle qui abritait le jardin secret de Marguerite, le corps intact mais sans vie, comme s'il avait simplement décidé de s'allonger là pour contempler les étoiles, et ne s'était jamais relevé. Cette fois, les murmures se firent plus insistants dans toute la région. 2 hommes, 2 morts suspectes, et toujours cette constante troublante. 30 jours. Exactement 30 jours entre le premier contact intime et le décès. Les plus superstitieux parlaient déjà de malédiction familiale, rappelant que les Villemont avaient toujours eu la réputation d'être des gens un peu à part, trop cultivés, trop riches, trop beaux pour être tout à fait ordinaires. Les plus rationnels cherchaient une explication dans le domaine du naturel, évoquant une maladie héréditaire qui se transmettrait par contact, ou peut-être un poison lent que Marguerite administrerait à ses amants sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais aucune de ces théories ne résistait à l'examen, car comment expliquer la précision mathématique du délai de 30 jours ? La mort de Louis de Kéroaille marqua un tournant décisif dans la perception que la société locale avait de Marguerite de Villemont. Les salons de la région bruissaient désormais de conversations à voix basse, où son nom revenait sans cesse accompagné d'interrogations inquiétantes et de suppositions de plus en plus audacieuses. Mais au lieu de l'isoler socialement comme on aurait pu s'y attendre, cette aura de mystère et de danger sembla paradoxalement renforcer son attraction sur la gent masculine. Car il y a dans la nature humaine, et particulièrement dans la nature masculine, une fascination irrésistible pour le danger lorsqu'il se part des atours de la beauté féminine. Antoine de Lussac fut le 3e à succomber à ses charmes et peut-être le plus intrigant de tous ses prétendants par le profil qu'il présentait. Cet homme de 40 ans, veuf depuis 3 ans et père de 2 enfants qu'il chérissait, était réputé dans toute la Bourgogne pour sa prudence et son bon sens en affaires. Propriétaire de vastes domaines viticoles qui produisaient certains des meilleurs vins de France, il était également connu pour son caractère méthodique et sa méfiance naturelle envers tout ce qui sortait de l'ordinaire. Contrairement aux précédents prétendants de Marguerite, Antoine connaissait parfaitement les rumeurs qui circulaient sur elle. Ses amis bourguignons l'avaient mis en garde avec insistance, lui rappelant les morts suspectes d'Henri et de Louis et lui conseillant de chercher épouse dans des familles moins controversées. Son propre confesseur, le père Julien Moreau, lui avait même formellement déconseillé cette union, parlant de signes troublants et de coïncidences qui dépassent l'entendement humain. Mais loin de le dissuader, ces avertissements ne firent qu'attiser la curiosité d'Antoine. Car cet homme était aussi un érudit, passionné d'alchimie et de philosophie naturelle, un esprit scientifique qui ne pouvait accepter qu'un phénomène demeure inexpliqué. L'idée qu'une femme puisse provoquer la mort de ses amants par des moyens inexpliqués le fascinait plus qu'elle ne l'effrayait. Il doit y avoir une explication rationnelle, avait-il confié à son ami Pierre de Montbard, médecin et alchimiste réputé. Les coïncidences n'existent pas dans la nature, et si cette femme tue réellement ses amants, c'est par des moyens que la science peut découvrir et comprendre. Je veux percer ce mystère, non par bravade, mais par soif de connaissance. Il arriva au château de Villemont en octobre 1560, accompagné de son secrétaire personnel, Claude Mercier, un homme méticuleux de 35 ans qui tenait depuis 15 ans un journal détaillé de tous les déplacements et activités de son maître. Ce journal, retrouvé bien des années plus tard dans les archives de la famille Lussac, constitue l'un des témoignages les plus troublants et les plus précis sur les événements qui se déroulèrent au château de Villemont. Mercier était un homme cultivé, ancien étudiant en théologie, qui avait renoncé à la prêtrise pour servir la famille Lussac. Il possédait cette capacité d'observation minutieuse des clercs formés à l'étude des textes sacrés, et son journal révèle un esprit analytique remarquable pour l'époque. Les premières entrées du journal décrivent Marguerite comme une femme d'une beauté saisissante, mais dont le regard semble porter en lui des secrets millénaires. Elle se meut dans son château avec la grâce d'une reine et l'assurance de quelqu'un qui connaît exactement l'effet qu'elle produit sur autrui.
mais il y a dans ses yeux verts une profondeur troublante, comme si elle voyait au-delà des apparences et lisait dans les âmes avec la même facilité que nous lisons dans les livres. Mercier note que son maître, habituellement si maître de lui et si méthodique dans ses approches, paraît étrangement troublé par la présence de cette dame, comme un papillon attiré par une flamme dont il connaît pourtant le danger. Il passe des heures à converser avec elle dans la bibliothèque, prétextant s'intéresser à ses manuscrits rares, mais je le vois qu'il observe avec une fascination qui me laisse perplexe. Le 5e jour de leur séjour, Mercier écrit avec une précision troublante. Monsieur de Lussac a passé sa première nuit dans les appartements de Dame Marguerite. Il est revenu ce matin dans ses quartiers avec une expression que je ne lui connaissais pas, un mélange d'exaltation et d'inquiétude qui me laisse songeur. Quand je lui ai demandé s'il avait bien dormi, il m'a répondu d'une voix étrange, presque rêveuse. « Dormi ? Non, Claude, je ne pense pas avoir jamais été aussi éveillé de ma vie. Cette femme, elle possède des secrets que nous ne soupçonnons même pas. » Les jours suivants, les observations de Mercier deviennent de plus en plus inquiétantes et détaillées. Antoine commence à manifester des signes de fatigue extrême, malgré ses nuits passées avec Marguerite, qui devraient logiquement lui apporter repos et satisfaction. Il perd progressivement l'appétit, néglige ses affaires commerciales pourtant urgentes, et passe des heures à fixer par la fenêtre les jardins du château avec une expression absente qui inquiète son fidèle secrétaire. Mon maître refuse désormais de quitter le château, bien que nos affaires soient depuis longtemps réglées et que ces vignobles bourguignons réclament sa présence pour les vendanges, écrit Mercier le 15e jour. Il prétend vouloir étudier les manuscrits anciens de la bibliothèque des Villemont, mais je le surprends souvent immobile dans sa chambre, le regard perdu dans le vague, murmurant des mots que je n'arrive pas à saisir. Ses mains tremblent parfois sans raison apparente, et il sursaute au moindre bruit comme un homme perpétuellement aux aguets. Plus troublant encore, Mercier remarque que les autres habitants du château semblent progressivement éviter Antoine. Les domestiques détournent le regard quand ils le croisent dans les couloirs, et même les chiens du domaine, d'ordinaire si sociables avec les invités de marque, fuient sa présence en gémissant comme s'ils percevaient quelque chose d'invisible à l'œil humain. Il se passe quelque chose d'inexplicable dans ce château, note Mercier avec une inquiétude grandissante. Les serviteurs parlent à voix basse dans les couloirs et se taisent dès qu'ils m'aperçoivent. Marie Dubois, la femme de chambre de Dame Marguerite, évite soigneusement mon regard quand nous nous croisons, comme si elle portait le poids d'un secret trop lourd pour elle. Le 25e jour, l'état d'Antoine s'aggrave dramatiquement d'une manière qui dépasse tout ce que Mercier avait pu observer jusque-là. Son journal de ce jour-là révèle une détresse profonde. Je ne reconnais plus mon maître. Il a perdu près de 10 livres depuis notre arrivée. Ses cheveux commencent à grisonner aux tempes, et ses yeux ont pris une teinte terne que je ne lui avais jamais vue. Ce matin, je l'ai trouvé agenouillé dans sa chambre, psalmodiant des prières dans une langue que je n'arrive pas à identifier. Quand j'ai voulu l'aider à se relever, il m'a repoussé avec une force surprenante en criant « Elle arrive, elle vient me chercher !» Mesdames Marguerite se trouvait dans ses appartements à ce moment-là. Je l'avais vue moi-même 1 heure plus tôt en train de lire dans sa bibliothèque. Le 28e jour fut marqué par un événement qui glaça le sang de tous les témoins et qui restera gravé dans la mémoire collective du château pour les années à venir. Antoine de Lussac fut retrouvé dans la bibliothèque du château, debout face à l'un des rayonnages les plus hauts, en train de réciter à voix haute des passages d'un livre qu'il tenait ouvert devant lui. Mais ce livre était écrit dans une langue que personne ne parvenait à identifier, ni latin, ni grec, ni hébreu, ni même arabe, langue que plusieurs personnes présentes maîtrisaient pourtant. Les mots qu'Antoine prononçait sonnaient comme une incantation morbide, avec des sonorités gutturales qui semblaient venir du fond des âges. Sa voix, d'ordinaire si posée et si mesurée, avait pris des inflexions étranges, tantôt sifflantes, tantôt caverneuses. Quand le père Augustin, l'aumônier du château, tenta de s'approcher de lui pour l'interrompre,
Antoine se retourna brusquement. Son visage était devenu d'une pâleur cadavérique et ses yeux roulaient dans leurs orbites comme ceux d'un possédé. Il cracha au prêtre une suite de syllabes incompréhensibles avec une violence qui fit reculer l'homme d'église avant de s'effondrer subitement, pris de convulsions violentes qui secouaient tout son corps. On le transporta dans sa chambre où le docteur Fournier fut appelé en urgence depuis Bourges. Mais quand le médecin arriva, 3 heures plus tard, Antoine était déjà redevenu calme, presque serein. Il prétendait ne se souvenir de rien, affirmant simplement qu'il se sentait fatigué et qu'il avait besoin de repos. Le livre mystérieux avait disparu et personne ne put jamais le retrouver malgré des recherches minutieuses dans toute la bibliothèque. Le plus troublant, confia le docteur Fournier à Mercier, c'est que tous ses signes vitaux sont normaux. Son pouls est régulier, sa respiration paisible, ses pupilles réagissent correctement à la lumière. Physiquement, cet homme n'a rien, et pourtant... Il laissa sa phrase en suspens, visiblement troublé par quelque chose qu'il ne parvenait pas à exprimer. Marguerite, informée de l'incident, se rendit au chevet d'Antoine avec une sollicitude qui toucha tous les présents. Elle lui apporta une tisane de sa composition, un mélange d'herbes de son jardin secret qu'elle garantissait apaisant pour l'esprit troublé. La préparation dégageait un parfum étrange, à la fois envoûtant et légèrement entêtant, avec des notes que personne n'arrivait à identifier précisément. Antoine but la préparation avec reconnaissance et sembla effectivement retrouver un peu de sérénité. Ses tremblements s'apaisèrent, son regard redevint plus clair, et il put enfin s'endormir d'un sommeil qui paraissait naturel. Mais Mercier, de plus en plus inquiet pour son maître, remarqua que cette amélioration était précédée d'un phénomène troublant. Quelques minutes après avoir bu la tisane, Antoine fixait Marguerite avec une expression d'adoration absolue, comme un fidèle contemplant une apparition divine. Cette nuit-là, profitant de l'absence de Marguerite partie rendre visite à une famille voisine, Mercier décida de mener sa propre enquête discrète. Il avait réussi à se procurer une copie de la clé du jardin secret grâce à la complicité de Jean-Baptiste Leclerc, le serrurier du village voisin. Un homme discret qui avait accepté contre une forte somme de reproduire la clé d'argent ciselée. Ce qu'il découvrit dans ce jardin clos dépassa tout ce qu'il avait pu imaginer dans ses hypothèses les plus audacieuses. Entre les plantes communes, romarin, lavande, menthe, thym, poussaient des espèces qu'il ne connaissait pas et que personne dans la région n'avait jamais vues. Certaines avaient des feuilles étrangement colorées, tirant vers le violet ou le noir, tandis que d'autres portaient des fleurs d'aspect inquiétant, aux pétales charnus et aux pistils surdimensionnés qui semblaient presque palpiter dans la brise nocturne. Quelques-unes de ces plantes semblaient presque phosphorescentes dans la pénombre, dégageant une lueur verdâtre qui rappelait étrangement la couleur des yeux de Marguerite. D'autres exhalaient des parfums si entêtants qu'ils donnaient le vertige après quelques inspirations, créant une sensation d'euphorie mélangée à une angoisse sourde. Au centre du jardin se dressait une petite construction de pierre noire, une sorte d'atelier ou de laboratoire que Mercier n'avait jamais remarqué depuis les fenêtres du château. L'édifice, pas plus grand qu'une chapelle privée, était équipé d'alambics de verre soufflé, de mortiers de marbre de différentes tailles et de nombreuses fioles contenant des substances aux couleurs troublantes. Liquide rouge comme du sang, poudre d'un blanc immaculé, essence dorée qui scintillait à la lueur de la lune. Sur une table de marbre noir étaient disposés des manuscrits anciens, recouverts de symboles et de formules qui n'appartenaient à aucune science connue de Mercier. Les caractères, tracés à l'encre rouge sombre, ressemblaient parfois au latin, parfois au grec, mais incluaient aussi des signes qu'il n'avait jamais vus dans aucun livre, même dans les traités les plus ésotériques de la bibliothèque des Villemont. Mercier eut à peine le temps d'examiner quelques pages qu'il entendit des pas dans l'allée gravée qui menait au jardin. Il referma précipitamment les livres et sortit de la construction de pierre, mais non sans avoir aperçu, dans l'une des fioles les plus imposantes, un liquide d'un rouge sombre qui ressemblait étrangement à du sang frais. Cette vision le poursuivrait dans ses cauchemars pendant des années.
Il parvint à sortir du jardin et à regagner ses quartiers sans être découvert. Mais cette exploration nocturne le plongea dans un dilemme terrible. Devait-il avertir son maître des soupçons qui commençaient à prendre forme dans son esprit? Ou risquerait-il ainsi de précipiter les événements qu'il redoutait le plus? Après une nuit blanche passée à réfléchir, il choisit finalement un compromis qui témoignait de sa prudence. Il rédigea une lettre détaillée qu'il cacha dans ses affaires personnelles, avec instruction de la remettre aux autorités ecclésiastiques et civiles si quelque chose devait lui arriver ou arriver à Antoine. Le 29e jour, Antoine de Lussac sembla retrouver une partie de sa lucidité d'autrefois, comme si un voile s'était temporairement levé de son esprit troublé. Il convoqua Claude Mercier dans sa chambre et lui tint des propos qui glacèrent le sang de son fidèle secrétaire et qui révélèrent l'étendue de l'horreur qui se déroulait au château de Villemont. « Claude, mon ami, je sais que vous vous inquiétez pour moi depuis notre arrivée, et vous avez 1000 fois raison de le faire. Quelque chose d'extraordinaire et de terrible se passe dans ce château, quelque chose qui dépasse l'entendement humain ordinaire. Cette femme, Marguerite, elle n'est pas ce qu'elle semble être. Elle n'est pas ce que nous croyons qu'elle est. » Sa voix était faible, mais étonnamment claire, comme celle d'un mourant qui rassemble ses dernières forces pour transmettre un message capital. Chaque nuit que je passe avec elle, je sens une partie de moi-même s'échapper, s'évaporer, comme si elle aspirait mon essence vitale par des moyens que ma formation d'homme de science ne peut expliquer. Mais le plus troublant, le plus terrifiant, c'est que je ne peux pas résister à cette attraction. Plus elle me vide de mes forces, plus j'ai besoin d'elle, comme un homme assoiffé qui boirait de l'eau salée en sachant qu'elle va accélérer sa mort. Antoine se dirigea vers un coffret de voyage en cuir de Cordoue et en sortit un petit livre relié de cuir noir qu'il tendit à Mercier avec des mains tremblantes. J'ai dérobé ceci dans son laboratoire secret, dans cette construction de pierre noire que vous avez certainement remarqué au centre de son jardin privé. C'est son journal personnel, écrit dans un mélange de latin classique et d'une langue orientale ancienne que j'ai mis des semaines à déchiffrer avec l'aide des manuscrits de la bibliothèque. Marguerite de Villemont n'est pas seulement une femme cultivée, Claude. C'est une manipulatrice d'une habileté diabolique, mais pas n'importe quelle manipulatrice. Les mains tremblantes, Antoine ouvrit le livre à une page marquée d'un signet d'argent et montra à Mercier des pages couvertes d'une écriture serrée et nerveuse. Regardez ces notes, ces observations minutieuses. Elle n'empoisonne pas ses amants avec des substances toxiques, comme je l'avais d'abord cru en découvrant son laboratoire. Elle utilise une méthode beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus perverse et beaucoup plus efficace. Elle étudie chaque homme comme un anatomiste étudie un cadavre, identifiant ses faiblesses psychologiques, ses manques affectifs, ses blessures secrètes, ses désirs inavoués. Mercier se pencha sur le livre, déchiffrant avec difficulté l'écriture serrée de Marguerite. Les pages étaient couvertes d'observations minutieuses sur le comportement de ses victimes, des diagrammes étranges représentant ce qui semblait être des cartes de l'âme humaine, et des formules incompréhensibles qui n'avaient rien à voir avec la chimie ou l'alchimie traditionnelle. Chaque nuit d'amour est une séance d'études approfondie, poursuivit Antoine d'une voix de plus en plus faible. Elle note nos réactions les plus intimes, nos mots prononcés dans l'extase, nos faiblesses révélées dans l'abandon le plus total. Puis elle utilise toutes ces informations pour s'infiltrer progressivement dans notre esprit, devenant exactement ce dont nous avons le plus besoin, comblant des vides que nous ignorions même avoir en nous. Antoine tourna plusieurs pages, révélant des schémas complexes qui représentaient visiblement des processus psychologiques d'une sophistication troublante. Regardez ici, Claude. Elle a cartographié mes émotions comme un navigateur cartographie les côtes d'un continent inconnu. Elle sait exactement quand me donner de l'espoir et quand me plonger dans l'angoisse pour maximiser mon attachement. Elle dose mes plaisirs et mes souffrances avec la précision d'un apothicaire dosant ses remèdes les plus délicats. Mercier découvrait avec horreur que le journal contenait des observations détaillées sur lui-même. Marguerite avait noté ses habitudes quotidiennes, ses tics nerveux, ses expressions faciales quand il s'inquiétait pour son maître.
Elle avait même prévu ses réactions possibles en cas de découverte de la vérité, comme si elle jouait une partie d'échecs dont elle connaissait tous les coups à l'avance. « Mais pourquoi ?» demanda Mercier d'une voix étranglée. « Pour quelle raison fait-elle cela? Quelle peut être sa motivation ?» Antoine tourna d'autres pages avec des gestes lents et mesurés, révélant des passages écrits d'une écriture plus ancienne, visiblement recopiés d'autres sources encore plus mystérieuses. « Vengeance », murmura-t-il comme s'il prononçait un mot sacré. « Tout part d'une vengeance ancestrale, Claude. Marguerite n'est pas vraiment une Villemont de naissance. Elle est née Marguerite Ravaillac, fille naturelle d'un petit noble ruiné qui fut accusé à tort d'hérésie par l'Inquisition lors des grandes persécutions contre les Huguenots. Son père fut brûlé vif sur la place publique de Bourges, ses biens confisqués par la couronne, sa famille entière déshonorée et dispersée aux quatre vents. Il montrait du doigt un passage particulièrement dense du journal, écrit dans cette écriture nerveuse qui trahissait une passion contenue. Elle avait 14 ans quand cela s'est produit, 14 ans quand elle a vu son père mourir dans les flammes sous les acclamations de la foule. Recueillie par les Villemont qui ignoraient ses origines véritables, elle s'était présentée comme la pupille d'une famille amie décédée. Elle a passé les années suivantes à planifier sa vengeance contre la noblesse qui avait détruit sa famille. Mais ce n'est pas une vengeance aveugle, Claude, c'est une œuvre d'art macabre, d'une sophistication terrifiante. Antoine lut à voix haute un extrait du journal, sa voix tremblant d'émotion. Chaque homme que je choisis porte en lui une part de la culpabilité collective de sa classe sociale. Henri de Montclair. Son grand-père était l'un des juges ecclésiastiques qui avaient condamné mon père sur de faux témoignages. Louis de Kérouaille. Sa famille avait témoigné contre les Ravaillac lors du procès en échange de faveurs royales et de terres confisquées. Et Antoine de Lussac. Son propre père avait été l'un des bourgeois de Bourges qui avait réclamé l'exécution de Jean Ravaillac avec le plus de véhémence, espérant récupérer une partie de nos terres pour agrandir ses vignobles. Sa voix se brisa sur ces derniers mots. J'étais trop jeune pour me souvenir de ces événements, mais elle n'a jamais oublié. Chaque baiser qu'elle me donne est empoisonné par la haine qu'elle porte à ma lignée. Chaque caresse est calculée pour me détruire plus sûrement qu'aucune arme. Cette nuit-là, la 30e exactement depuis leur première union, Antoine de Lussac rejoignit Marguerite dans ses appartements pour ce qui devait être leur dernière étreinte. Mais cette fois, il était résolu à jouer ses dernières cartes et à dévoiler la vérité qu'il avait découverte. Mercier, caché derrière une tapisserie dans un passage secret qu'il avait découvert lors de ses explorations nocturnes, put assister à leur confrontation finale. Ce qu'il vit et entendit cette nuit-là le hanterait jusqu'à la fin de ses jours et constituerait le témoignage le plus précis sur les véritables méthodes de Marguerite. Marguerite accueillit Antoine avec sa tendresse habituelle, mais lui la regardait maintenant avec des yeux dessillés qui avaient perdu toute illusion. « Je sais qui vous êtes vraiment, Marguerite Ravaillac, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Je sais ce que vous faites et pourquoi vous le faites. J'ai lu votre journal, j'ai découvert vos secrets. » Pour la première fois depuis que Mercier la connaissait, l'expression de Marguerite changea du tout au tout. Le masque de douceur et de vulnérabilité tomba comme un voile qu'on arrache, révélant un visage d'une beauté glaciale et d'une intelligence impitoyable qui glaça le sang du secrétaire dissimulé. « Ainsi vous avez déchiffré mon journal », répondit-elle sans chercher à nier, sa voix prenant des inflexions qu'elle n'avait jamais utilisées devant témoins. « J'avoue que j'espérais que vous seriez le premier à comprendre. Votre réputation d'érudit et d'homme de science n'est décidément pas usurpée. Pourquoi moi? Pourquoi avoir choisi spécifiquement la famille Lussac pour votre vengeance ?» Marguerite s'approcha de lui avec la grâce dangereuse d'un félin qui s'apprête à bondir. « Parce que votre père n'était pas seulement l'un de ceux qui ont réclamé la mort du mien avec le plus d'acharnement. Il était celui qui a trouvé le prétexte légal pour confisquer nos terres, un prétexte mensonger basé sur de faux témoignages qu'il avait lui-même orchestrés et payés. »
Elle caressa le visage d'Antoine avec une tendresse qui contrastait de manière saisissante avec la froideur implacable de ses paroles. « Votre famille a prospéré sur les ruines de la mienne, Antoine. Vos vignobles bourguignons poussent sur les terres qui appartenaient autrefois aux Ravaillac depuis le règne de Philippe Auguste. Chaque coupe de vin que vous buvez est arrosée du sang de mon père. Chaque pièce d'or que vous gagnez provient de notre déchéance. Et vous pensez que ma mort rachètera cette injustice ancienne? Votre mort? Non, Antoine. Votre mort n'est qu'un commencement, le premier acte d'une pièce beaucoup plus longue. » Marguerite se dirigea vers un secrétaire de marqueterie, d'où elle sortit un parchemin scellé avec de la cire rouge. « Voici votre testament, que vous allez signer de votre pleine volonté, sans qu'aucune contrainte physique soit exercée sur vous. Un testament qui lègue tous vos biens à l'Église, à charge pour elle de dire des messes perpétuelles pour le repos de l'âme de Jean Ravaillac, injustement condamné. Vos enfants n'hériteront de rien, comme je n'ai rien hérité de mon père. » Antoine comprit alors l'étendue diabolique de la machination. Marguerite ne se contentait pas de tuer ses victimes pour assouvir sa soif de vengeance. Elle orchestrait leur ruine posthume avec une précision chirurgicale, s'assurant que leur famille connaîtrait la même déchéance que la sienne avait connue. « Et si je refuse de signer ce document, vous signerez, Antoine, parce que vous m'aimez plus que tout au monde, plus que vos enfants, plus que votre propre vie, parce que je suis devenu votre raison d'exister, votre seule source de bonheur, et parce que mourir en me désobéissant vous causerait une souffrance plus grande que la mort elle-même. » Elle avait raison, et Antoine le savait. Malgré sa connaissance de la vérité, malgré sa haine rationnelle pour cette femme qu'il avait manipulée avec un art consommé, il sentait qu'il ne pouvait lui résister. L'emprise psychologique était trop forte, la dépendance trop profonde, le lien créé trop puissant pour être brisé par la simple volonté. Il signa le testament d'une main tremblante mais ferme. Alors Marguerite fit quelque chose que Mercier n'oublierait jamais. Elle prit Antoine dans ses bras avec une tendresse apparemment sincère et lui murmura à l'oreille « Maintenant, mon amour, vous pouvez partir en paix. Votre dette familiale est payée et votre âme peut enfin trouver le repos. » Et sous les yeux horrifiés de Mercier, Antoine de Lussac sourit, ferma les yeux et cessa de respirer. Son visage gardait une expression de sérénité parfaite, comme s'il venait de recevoir l'absolution de tous ses péchés. Claude Mercier quitta le château de Villemont le jour même, fuyant comme un homme poursuivi par les démons de l'enfer. Il emportait avec lui le journal de Marguerite, une copie du testament qu'Antoine avait signé, et sa propre lettre accusatrice, rédigée avec un soin méticuleux. Mais quand il tenta de porter plainte auprès des autorités civiles et ecclésiastiques de Bourges, il se heurta à un mur d'indifférence et de scepticisme qui le découragea profondément. Comment prouver qu'une femme tuait ses amants par manipulation psychologique et emprise spirituelle? Comment faire croire à une méthode d'assassinat si raffinée qu'elle ne laissait aucune trace physique et qui relevait davantage de la sorcellerie que du crime ordinaire? Les magistrats et les prêtres le prirent pour un serviteur jaloux, cherchant à salir la réputation de sa maîtresse pour des raisons personnelles ou pour un homme dont l'esprit avait été troublé par les événements auxquels il avait assisté. De plus, Marguerite de Villemont bénéficiait de protections puissantes dans toute la hiérarchie sociale et religieuse. Sa famille avait prêté des sommes considérables à la couronne pour financer les guerres d'Italie et plusieurs nobles influents de la cour étaient liés aux Villemont par des intérêts commerciaux, des alliances matrimoniales ou des dettes de reconnaissance. Quand Mercier insista pour faire examiner le corps d'Antoine par un médecin indépendant, on lui répondit que celui-ci avait déjà été inhumé selon ses dernières volontés dans le caveau familial bourguignon. Pire encore, le testament d'Antoine fut validé sans discussion par les tribunaux ecclésiastiques, malgré les protestations véhémentes de ses enfants et de sa famille. Les terres et les vignobles des Lussac furent vendus aux enchères, et les fonds récoltés servirent effectivement à financer la construction d'une chapelle dédiée à la mémoire de Jean Ravaillac,
officiellement qualifié de « martyr innocent de la justice humaine » dans l'inscription gravée au-dessus de l'autel. Les enfants d'Antoine, âgés de 12 et 14 ans, se retrouvèrent dépossédés de leur héritage et contraints de chercher refuge chez des parents éloignés qui les accueillirent avec réticence. La famille Lussac, autrefois prospère et respectée, sombra dans l'obscurité et la pauvreté, exactement comme l'avait planifié Marguerite dans sa vengeance méthodique. Mercier tenta alors une approche différente, espérant réussir par la prévention là où il avait échoué par l'accusation. Il écrivit à toutes les familles nobles de la région, et même au-delà, les avertissant du danger mortel que représentait Dame Marguerite. Ces lettres, rédigées avec un soin extrême, détaillaient les circonstances des 3 morts suspectes et l'étrange constante des 30 jours qui les reliaient. Mais ces lettres eurent un effet exactement inverse à celui escompté par le malheureux secrétaire. Au lieu de décourager les prétendants, elles ne firent qu'attiser leur curiosité morbide et leur désir masculin de défier l'impossible. Car c'était là le génie diabolique de Marguerite. Elle avait compris intuitivement que rien n'attire plus un homme que le danger mortel lorsqu'il se pare des atours de la beauté féminine et du mystère. En laissant filtrer juste assez de rumeurs pour créer sa légende, sans révéler ses véritables méthodes, elle s'assurait un renouvellement constant de victimes qui venaient d'elles-mêmes se jeter dans ses filets. Chaque nouvelle mort ne faisait qu'ajouter à son aura de femme fatale, attirant toujours plus d'hommes convaincus qu'ils seraient différents, qu'ils sauraient résister là où les autres avaient succombé. Au cours des années suivantes, 7 autres hommes trouvèrent la mort dans des circonstances identiques après avoir séjourné au château de Villemont. Toujours le même schéma implacable. Séduction progressive, manipulation psychologique savante, testament modifié sous emprise spirituelle et mort au bout d'exactement 30 jours. Chaque fois, les familles des victimes tentèrent d'obtenir justice et chaque fois, elles se heurtèrent au même mur de silence, de complicité et de protection qui entourait la mystérieuse dame du château. Mercier découvrit progressivement que Marguerite avait développé son système au point d'en faire une véritable industrie de la vengeance familiale. Elle ne choisissait plus ses victimes au hasard de leur charme ou de leur richesse, mais établissait des listes détaillées des familles à punir, remontant parfois sur plusieurs générations pour identifier les descendants de ceux qui avaient participé, de près ou de loin, à la destruction des Ravaillac. Chaque mort était accompagnée d'une ruine financière soigneusement orchestrée, selon un plan préétabli. Les testaments modifiés redistribuaient les fortunes selon une logique implacable, appauvrissant systématiquement les lignées coupables, tout en enrichissant des œuvres charitables qui étaient, en réalité, contrôlées secrètement par Marguerite ou ses complices. En 1565, Mercier fit une découverte qui le glaça d'horreur et remit en question tout ce qu'il croyait savoir sur les motivations de Marguerite. En fouillant dans les archives municipales de Bourges, guidé par un archiviste compatissant, il trouva trace d'un document officiel attestant que Jean Ravaillac, le père de Marguerite, n'était pas mort sur le bûcher comme le prétendait la légende familiale que la jeune femme avait soigneusement entretenue. Le véritable Jean Ravaillac avait en effet été arrêté pour suspicion d'hérésie en 1544, mais il avait rapidement abjuré ses erreurs supposées et été libéré après seulement quelques mois de prison dans des conditions relativement clémentes. Il était mort de maladie 3 ans plus tard, dans son lit, réconcilié avec l'Église et ayant même légué une partie de ses biens restants pour des œuvres pieuses. Sa fille Marguerite avait donc construit toute sa vengeance sur un mensonge, transformant la mort naturelle de son père en martyr imaginaire. Cette révélation plongea Mercier dans un abîme de perplexité et d'horreur. Si Marguerite connaissait la vérité sur la mort de son père, et comment aurait-elle pu l'ignorer, elle qui avait accès à tous les documents familiaux? Alors, toute sa quête de vengeance n'était qu'un prétexte élaboré pour assouvir des instincts meurtriers qu'elle portait en elle depuis l'enfance. Mais quand il tenta de révéler cette vérité capitale aux autorités,
Personne ne voulut l'écouter. Marguerite avait soigneusement construit sa légende de fille vengeresse, et la société préférait croire à l'histoire romantique et tragique de la noble demoiselle vengeant l'honneur de son père martyr, plutôt qu'à la réalité sordide d'une meurtrière manipulatrice qui tuait pour le plaisir du pouvoir absolu sur autrui. En 1568, les guerres de religion atteignirent enfin le Berry avec une violence qui surprit même les observateurs les plus pessimistes. Les troupes huguenotes de l'amiral de Coligny, renforcées par des mercenaires allemands, assiégèrent plusieurs châteaux de la région dans le cadre de leur campagne pour contrôler la route de Bourges à Orléans. Le château de Villemont, symbole de la puissance catholique locale, ne fut pas épargné par cette vague de destruction. Après 3 jours de siège intense et de bombardements à la Coulevrine, les murs de la forteresse furent percés et les troupes protestantes pénétrèrent dans la cour d'honneur. Mais quand les soldats explorèrent les appartements seigneuriaux, ils ne trouvèrent que des domestiques terrorisés et des pièces vides de leurs occupants principaux. Marguerite de Villemont avait disparu sans laisser de traces, emportant avec elle ses secrets, ses manuscrits, et surtout l'héritage le plus sombre qu'elle laissait derrière elle, la transmission de son savoir maudit à une héritière soigneusement préparée. Mercier découvrit en effet, grâce aux témoignages des derniers domestiques restés au château, que quelques mois avant la guerre, Marguerite avait accueilli dans ses appartements une jeune orpheline de 16 ans nommée Catherine Duval. Cette fille, dont les parents avaient été massacrés lors d'un raid de brigands dans les environs de Châteauroux, avait été présentée aux visiteurs comme une parente éloignée venue chercher protection et éducation. Mais en réalité, Catherine était l'élève que Marguerite formait depuis des années avec un soin méticuleux. Choisie pour sa beauté naissante, son intelligence exceptionnelle et surtout pour la rage sourde qu'elle nourrissait contre la société qui avait laissé mourir sa famille, elle avait appris auprès de sa maîtresse l'art terrifiant de lire les âmes et de manipuler les émotions humaines. Les derniers témoins du château racontèrent que Catherine et Marguerite passaient leur journée enfermées dans la bibliothèque, étudiant d'anciens manuscrits et pratiquant ce qu'elles appelaient entre elles l'art de la séduction spirituelle. Les domestiques les entendaient parfois répéter des dialogues entiers, comme des actrices répétant une pièce de théâtre, s'exerçant à moduler leur voix pour obtenir différents effets psychologiques sur leurs interlocuteurs. Marie Dubois, interrogée par Mercier avant de quitter définitivement la région, révéla des détails troublants sur cette formation diabolique. Mademoiselle Catherine apprenait à imiter parfaitement les gestes et les expressions de Dame Marguerite. Elle étudiait aussi des livres étranges remplis de dessins qui représentaient des visages humains avec des annotations sur les émotions. Dame Marguerite lui enseignait comment reconnaître les faiblesses d'un homme rien qu'en observant la façon dont il respirait ou dont ses yeux bougeaient. Plus troublant encore, Catherine suivait un régime alimentaire particulier composé d'herbes et de préparation du jardin secret. Ce régime, expliquait Marguerite, était destiné à purifier son esprit et à aiguiser ses perceptions naturelles. Les effets étaient visibles. La jeune fille développait une aura de mystère et une présence magnétique qui rappelait étrangement celle de sa maîtresse. Quand Marguerite disparut lors du siège, Catherine s'évanouit également dans la nature, comme si elle n'avait jamais existé. Mais quelques mois plus tard, une mystérieuse Dame Catherine fit son apparition dans les salons de la haute bourgeoisie flamande, à Bruges, puis à Anvers. Jeune, belle, cultivée, elle parlait couramment le français, le flamand et l'italien, et semblait posséder une fortune personnelle considérable d'origine inconnue. Cette Dame Catherine reproduisait exactement les méthodes de son mentor, avec une précision qui glaçait le sang de ceux qui connaissaient l'histoire de Marguerite. Elle séduisait les hommes les plus en vue de la région avec un art consommé, et inévitablement, ces hommes mouraient au bout d'exactement 30 jours, dans des circonstances qui rappelaient étrangement celles des victimes du château de Villemont. Le même processus de manipulation psychologique, les mêmes testaments modifiés sous emprise spirituelle, la même précision diabolique dans l'orchestration de la mort et de la ruine posthume.
Même les témoins décrivaient chez Catherine ce regard vert hypnotique et cette intelligence perverse qui avait fait la réputation de Marguerite. Mercier comprit alors avec une horreur grandissante que Marguerite n'avait pas seulement créé une méthode de meurtre parfaite. Elle avait fondé une véritable école, une tradition maudite qui se perpétuerait de génération en génération. Chaque gradué de cette école infernale trouverait à son tour une élève à former, transmettant ainsi un savoir diabolique à travers les siècles et créant une lignée secrète de meurtrières. Cette dame Catherine disparut à son tour vers 1620. Mais pas avant d'avoir, elle aussi, trouvé une héritière pour perpétuer la tradition macabre. Les archives européennes commencèrent alors à regorger de mentions troublantes qui semblaient toutes liées à cette lignée maudite, formant un réseau secret qui s'étendait à travers l'Europe. En 1642, une comtesse de Brétigny fit parler d'elle à la cour de Louis XIII avec ses méthodes de séduction qui rappelaient étrangement celles de ses prédécesseuses. En 1695, une madame de Sévigné, sans aucun lien avec l'épistolière célèbre, inquiéta la police de Paris par ses relations avec plusieurs financiers qui moururent dans des circonstances suspectes. En 1715, une baronne de Staël défraya la chronique viennoise en provoquant une série de morts mystérieuses parmi les diplomates européens présents pour les négociations de paix. En 1830, une mademoiselle de Beauharnais, là encore, aucun rapport avec la famille de l'impératrice, sema la terreur dans les salons romantiques de Paris. Toujours le même profil implacable. Des femmes d'une beauté saisissante et d'une intelligence exceptionnelle qui attiraient les hommes comme des papillons vers la flamme avec leurs yeux verts hypnotiques et leur culture raffinée. Toujours les mêmes conséquences tragiques, des morts mystérieuses après exactement 30 jours, accompagnées de ruines financières soigneusement orchestrées et de redistribution de fortune qui suivaient une logique secrète. Claude Mercier consacra les 20 dernières années de sa vie à documenter cette lignée maudite avec l'obstination d'un moine copiste. Il mourut en 1592 dans un petit monastère de Normandie où il s'était retiré, laissant derrière lui une œuvre considérable. Plus de 2000 pages manuscrites de notes, de témoignages et d'enquêtes minutieuses sur ce qu'il appelait dans ses écrits la confrérie secrète des veuves noires. Son travail, jugé trop dangereux pour la paix publique, fut confisqué par l'Inquisition et caché dans les archives secrètes du Vatican, où il resta enfoui pendant des siècles. Ce n'est qu'en 1968, lors des grandes réformes du Concile Vatican II, qu'une partie de ces documents fut redécouverte par hasard par un archiviste chargé de faire le tri dans les collections interdites. L'Église préféra alors classer ces révélations comme légendes historiques sans fondement. Mais quelques copies des manuscrits de Mercier circulèrent discrètement dans certains cercles d'érudits spécialisés dans les phénomènes paranormaux. Ces documents alimentèrent pendant des décennies les théories sur l'existence de sociétés secrètes féminines pratiquant des formes avancées de manipulation psychologique. Le dernier témoignage officiellement fiable sur cette lignée remonte à 1938. Dans les archives de la Gestapo, récupérées après la guerre par les services secrets alliés, on trouve mention d'une enquête sur une certaine Frau Margaret von Heisenberg qui fréquentait les cercles intellectuels berlinois et semblait exercer une influence psychologique troublante sur plusieurs officiers supérieurs du Reich. Les rapports de surveillance décrivent une femme d'une trentaine d'années, d'une beauté saisissante, aux yeux verts particulièrement remarquables, qui organisait des salons littéraires où se retrouvaient des personnalités influentes du régime nazi. Plusieurs de ces hommes moururent dans des circonstances mystérieuses après avoir fréquenté assidûment ces réunions, toujours dans un délai d'exactement 30 jours. Mais là encore, l'enquête tourna court de manière suspecte quand le rapport final disparut mystérieusement des archives en même temps que l'officier SS qui l'avait rédigé. On retrouva ce dernier mort dans son bureau à la Wilhelmstrasse, le visage apaisé, mais le cœur arrêté, exactement 30 jours après sa première rencontre documentée avec la mystérieuse Frau Margaret. Depuis cette date,
Aucune trace officielle n'atteste de la poursuite de cette tradition séculaire. Mais ceux qui savent observer remarquent parfois, dans les colonnes nécrologiques des grands journaux internationaux, des annonces troublantes qui suivent toujours le même schéma. Décédé subitement à l'âge de 45 ans, d'une crise cardiaque inexpliquée, Monsieur X, homme d'affaires prospère et influent, laisse dans le deuil sa compagne Mademoiselle Hick, qu'il avait rencontrée il y a exactement un mois lors d'un vernissage parisien. Ces Mademoiselles Lydia ont invariablement les mêmes caractéristiques troublantes. Une beauté saisissante qui frappe tous ceux qui les rencontrent, des yeux verts d'une intensité hypnotique, une culture raffinée qui leur permet de briller dans tous les milieux, et cette intelligence particulière qui semble percer l'âme de quiconque ose les regarder. Elles apparaissent soudainement dans la vie de leurs victimes, disparaissent tout aussi mystérieusement après leur mort, et laissent derrière elles des héritages redistribués selon des modalités qui défient souvent la logique familiale. Cette histoire vous a-t-elle donné des frissons? Pensez-vous que Dame Marguerite ait vraiment existé ou que tout ceci ne soit qu'une légende construite au fil des siècles? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères historiques qui défient l'explication rationnelle et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les histoires qui font froid dans le dos. Car après tout, qui peut affirmer avec certitude que la lignée de Marguerite de Villemont s'est vraiment éteinte? Qui peut garantir que quelque part, dans un salon parisien, un château de la Loire, ou même dans votre propre ville, une descendante spirituelle de Marguerite Ravaillac ne continue pas aujourd'hui encore à perpétuer cette tradition séculaire de vengeance et de mort psychologique? Et si jamais vous rencontrez une femme qui correspond à cette description, une femme aux yeux verts hypnotiques qui semble vous comprendre mieux que vous ne vous comprenez vous-même, qui comble tous vos manques et répond à tous vos désirs les plus secrets, alors souvenez-vous de cette histoire venue du fond des âges. Souvenez-vous de Henri de Montclerc, de Louis de Kéroaille, d'Antoine de Lussac et de tous les autres. Et surtout, comptez bien les jours qui passent, car le 30e pourrait être le dernier de votre vie.